Monsieur le Président de la République, nous sommes ravis de vous accueillir dans le département de Tarn-et-Garonne. Dans le cadre de cette table ronde sur la modernisation des filières agricoles, il m'appartient de vous présenter le département. Un département qui, sur de petites exploitations, nous avons réussi à avoir plus de 40 productions différentes. Un département où on marie avec harmonie tradition et modernisme, où cohabitent en se complétant des producteurs fermiers qui vendent sur des marchés de proximité et des agriculteurs qui exportent en Europe et dans le monde entier. Entre une agriculture tournée vers le passé rétrograde et utopique, pour être clair, l'agriculture prônée par José Bové et les Verts, habile à manipuler l'opinion publique en jouant sur les peurs, une agriculture où on s'imagine que sans engrais, sans irrigation, sans remède pour les animaux, pour les plantes, dans un monde merveilleux où il n'y aurait pas de sécheresse, pas de maladies, pas d'insectes ravageurs, pas de sols pauvres et surtout pas grand monde à nourrir. Et à l'autre extrémité, une agriculture industrielle dont le profit à court terme est le seul moteur, dont la rentabilité n'est qu'apparente car ne tient pas compte ni des coûts sociaux, ni des coûts environnementaux, ni de la santé du consommateur. Cette agriculture concerne peu la France, il faut le dire. Et la troisième voie, majoritaire dans notre pays, c'est celle du Tarn-et-Garonne, qui produit, qui exporte, qui fournit des emplois dans un cadre économiquement le plus achevé, c'est-à-dire celui de l'exploitation familiale. C'est celle qui fournit aux consommateurs une nourriture saine, variée, source de santé et de longévité. C'est celle qui permet également d'avoir un excédent commercial de plus de 9 milliards d'euros, et tout ça en tenant compte de l'environnement, tout simplement parce que c'est celui dans lequel nous vivons. Ainsi, avec notre département, nous participons à l'excédent commercial agroalimentaire de la France. C'est 30 000 jeunes bovins qui sont exportés vers l'Italie et l'Espagne. C'est du maïs et du blé exportés vers le Maghreb et vers l'Espagne. Ce sont des cultures de semences, maïs, betteraves, luzerne. Je vous rappelle que la France est le deuxième exportateur mondial de semences devant les États-Unis. Et en ce qui concerne les fruits, depuis les prunes et le chasselas cultivé au début du XIXe siècle, nous sommes devenus le premier producteur de pommes français et de prunes, le deuxième en raisin, kiwi et noisettes, le troisième en melon et en ail, avec des exportations dans plus de 40 pays, du Royaume-Uni à l'Arabie Saoudite, de l'Espagne à la Russie. Un exemple, rien qu'en pommes, c'est 160 millions d'euros qui sont exportés depuis le Tarn-et-Garonne. La conséquence de toute cette activité, c'est l'emploi. Les 10 000 actifs familiaux travaillant sur les exploitations entraînent avec eux 25 000 à 30 000 emplois saisonniers qui correspondent à peu près à 6 500 équivalents temps plein, auxquels il convient de rajouter les emplois amont et aval. Ces emplois ont plusieurs avantages. D'abord, ils sont locaux, répartis sur tout le territoire. Ils sont difficilement délocalisables. Et en plus, ils concernent une population pas forcément diplômée et qui trouve ainsi un nécessaire accès à l'emploi. La situation que je vous ai décrite, Monsieur le Président de la République, est la réalité. Néanmoins, elle se dégrade rapidement, et ce pour des raisons auxquelles vous pouvez remédier, car ce déclin n'est pas inéluctable. La France, pendant longtemps deuxième exportateur mondial agroalimentaire derrière les États-Unis, est progressivement passée au 4e rang, derrière l'Allemagne et pire, derrière les Pays-Bas et ses 35 000 km². C'est un signe dont devraient tenir compte les pouvoirs publics. Quelles sont les raisons de ce reflux? En voici quelques-unes qui concernent directement notre département et qui vont faire l'objet de ce débat. Tout d'abord, les distorsions de concurrence à l'intérieur de l'Europe, en salaire, en taxation, des contraintes environnementales sans fin et qui se multiplient avec une telle rapidité que plus personne n'est en règle. Parmi celles-ci, une des plus graves concerne en premier lieu notre région, la volonté du ministère de l'Environnement de mettre en avant la désirrigation. Par son décret sur la gestion, sur les volumes, c'est toute l'économie du département, l'emploi et les exportations qui seront mis à mal. Imaginerait-on une seule seconde le ministère de l'Industrie prôner la décroissance? Eh bien, c'est à peu près ce qui nous arrive. Si on ne rééquilibre pas de façon efficace les relations commerciales avec la grande distribution, des prix bas systématiques, sans aucune relation avec les coûts de revient, auront raison de l'opiniâtreté des producteurs. On a déjà vu disparaître des pêches et des nectarines qui ont été s'implantées en Espagne, et maintenant, on est sur la même situation en ce qui concerne le melon. Si un terme, et je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, si un terme n'est pas mis aux fluctuations aberrantes des coûts des matières premières, pas plus le céréalier que l'éleveur ne pourront exercer leur activité dans la durée, car l'agriculture, ce n'est pas un casino. Nos intérêts ne sont pas corporatistes.
C'est l'intérêt de la France de conserver son autosuffisance alimentaire et sa capacité exportatrice. Malheureusement, on a l'impression, et excusez-moi d'être direct, qu'entre vos discours dont nous avons l'impression le contenu et la réalité administrative que nous subissons, il y a une nette différence et qu'elle est source d'incompréhension, alors qu'une politique dynamique et volontariste permettrait de régler bien des problèmes, et en particulier ceux qui dépendent directement du gouvernement de ce pays. Voilà, Monsieur le Président de la République, j'ai terminé. On m'a dit de faire bref. J'ai fait bref. Bon, mais avec tout ce que vous avez dit, on pourrait mettre un terme à la table ronde, parce que heureusement que vous allez donner la parole à vos collègues, parce que bon, je veux quand même vous dire un ou deux mots. Parce qu'au fond, c'est toujours plus difficile de faire que de dire. S'il suffisait de dire, on gagnerait tous les matchs, et ça ne serait pas si difficile d'être président de la République. Alors, revenons aux faits. Je ne laisserai jamais attaquer les agriculteurs et détruire l'agriculture française, pour une raison simple, c'est que l'agriculture française est un secteur vital pour l'économie de la France. Les agriculteurs ne sont pas des cantonniers, ce n'est pas des paysagistes, ce n'est pas une survivance d'un folklore passé. Les agriculteurs, ce sont des entrepreneurs qui ont un savoir-faire et qui ne demandent qu'une seule chose, de vivre du prix de ce qu'ils produisent. L'agriculture est aussi importante pour l'économie de la France et les exportations de la France que l'aérospatiale, que l'aéronautique ou tel secteur dit de pointe. Donc, en se battant pour l'agriculture, on se bat pour l'économie française, donc pour nos emplois, pour notre croissance et pour notre prospérité. C'est ce qui m'a amené d'ailleurs à critiquer, à condamner et à regretter la campagne parfaitement déplacée qui a été faite avant le salon de l'agriculture par des gens qui ne connaissent rien aux contraintes de l'agriculture. C'est clair. Et je ne pense pas que vous trouverez le moindre décalage entre ce que je dis et ce que je fais. Et puis permettez-moi un petit clin d'œil, c'est pas moi qui suis allié avec les Verts. Je sais bien. Bah, non, mais non, parce que je veux bien tout ce qu'on veut. Mais enfin, c'est vous qui parlez des Verts dans des termes très forts. Mais qui est-ce qui est allié avec les Verts? Au plan régional comme au plan national. Vous n'allez pas me le reprocher à moi. Moi, il me critique toute la journée. Donc je ne vais pas en plus être... Non, mais je ne pensais pas dire ça, mais puisque vous me tendez là... C'est trop tentant. C'est dur de faire ça comme ça. Parce que, franchement, les Verts critiquent notre politique, m'attaquent. Moi, je n'ai pas cette idée d'aller gouverner avec les Verts. Non, écoutez, franchement, ni au plan régional, ni au plan national. Est-ce que vous me dites, au fond, si je traduis, Monsieur le Président, il ne faut pas dire qu'on aime les agriculteurs et s'allier avec ceux qui ne les aiment pas. Mais le message, il ne s'adresse pas à moi. À qui il s'adresse? Vous me posez la question? Oui. Pas à vous. D'accord, parfait. Bon. Non, mais c'est bien. En revanche, je veux dire les choses avec la plus grande simplicité. Je ne conseillerais jamais aux agriculteurs de tourner le dos à une agriculture durable, à une agriculture respectueuse de la santé des consommateurs, à une agriculture respectueuse de la santé des agriculteurs qui sont les premiers à subir les dommages d'une agriculture qui ne serait pas respectueuse de la santé. Et je veux dire aux consommateurs français que nous avons l'agriculture la plus engagée dans le respect des normes sanitaires. Et je regrette que pour se faire de la publicité, tel ou tel média mette en avant des informations
je pense aux problèmes alimentaires. Écoutez, franchement, ne faisons pas la leçon aux éleveurs français, aux agriculteurs français, et dans le même temps, on continue à importer en Europe des produits qui viennent de pays qui ne respectent aucune des règles sanitaires qu'on impose par ailleurs à nos agriculteurs. Donc c'est un bien mauvais service à la rendre, c'est un bien mauvais service à la rendre que de développer des peurs, alors que notre agriculture s'est mise aux normes. Alors c'est vrai que les normes, il y a bien des agriculteurs qui en ont plus qu'assez, mais je dis une chose, la France est le premier pays à défendre la PAC. La meilleure façon de défendre la PAC, c'est de la défendre sous l'angle de la sécurité sanitaire. Et autant je n'accepte pas qu'on vous monte du doigt, autant je considère que vous-même et vos représentants avez tout intérêt à investir dans l'agriculture durable. Alors, on va rentrer dans la table ronde, bien sûr. La vérité de tout ça, c'est qu'on ne peut plus garder le système agricole des années 60. Et oui, on peut regretter que le monde soit différent, on peut regretter tout ceci, mais il faut qu'on s'adapte pour qu'il y ait des jeunes qui puissent s'installer et pour qu'on ait une agriculture qui puisse se développer et qui puisse être compétitive. Ça sera le fil conducteur, hein, Monsieur le Président. C'est l'immobilisme, sera la mort, pas simplement de l'agriculture française, mais de l'ensemble des secteurs économiques de notre pays. Le monde change à une vitesse stupéfiante. Si on croit pouvoir rester avec les méthodes d'avant, on se trompe. Et c'est valable pour les agriculteurs, c'est valable pour chacun d'entre nous, c'est valable pour nos enfants. Et au fond, l'idée la plus compliquée que j'ai à faire comprendre, c'est que si on veut garder notre mode de vie, nos valeurs, le pays que l'on aime, c'est par le changement qu'on y arrivera. Voilà, c'est ça la grande difficulté. Alors, je répondrai, Monsieur le Président, à tous les sujets qui vont être évoqués. Je dis pas que c'est facile, qu'on en fait assez, que ça va assez bien, mais mon engagement au service de l'agriculture française, des paysans français, derrière votre ministre, il est total. Et je serai jugé aux résultats ici comme ailleurs, naturellement. Et ces résultats, je me battrai pour les obtenir, notamment sur le prix des matières premières. Enfin, je ne veux pas moi-même anticiper sur la suite de la table ronde. Et si vous le voulez bien, donner la parole au premier des intervenants. Bien, le premier intervenant, c'est Stéphane Beck, producteur laitier, ancien président des JA. Et la question qui le concerne, les SAFER ont soulevé le problème de la consommation excessive de l'espace agricole, en France plus qu'ailleurs en Europe. Dans un contexte de préservation des terres agricoles pour les générations futures, je lui pose la question, pensez-vous, en tant que jeune agriculteur, que pensez-vous de ce problème et surtout des solutions récentes qui viennent d'être avancées, en particulier dans la loi de modernisation de l'agriculture et la commission de consultation qui va se mettre en place dans les préfectures? Merci, bonjour tout d'abord. Donc, je me présente rapidement, Stéphane Beck, je suis un ancien président des jeunes agriculteurs du Tarn-et-Garonne et je suis agriculteur pas très loin d'ici et où j'élève une quarantaine de vaches laitières et où je fais 1,5 hectare de melon. Donc je vais effectivement parler de ce sujet du foncier, mais en tant que jeune agriculteur, je vais également dire 2 mots sur l'installation. L'installation qui est quand même nécessaire pour le maintien de l'agriculture en France et dans le Tarn-et-Garonne. Donc je vais commencer avec 2 chiffres alarmants. Sur le département, en 8 ans, nous avons perdu une exploitation sur 5. Donc à l'horizon de 2050, dont on parle tout à l'heure pour la modernisation de l'économie et de l'agriculture, mais à l'horizon 2050, ça veut dire qu'il ne resterait plus aucun agriculteur en Tarn-et-Garonne. Alors, d'autres chiffres, en 1990, avant la PAC, il y avait 100 installations aidées, en 2000, plus que 60, en 2010, 30. Voilà, donc sur ces chiffres, ils montrent qu'il y a quand même... il y a bien des raisons qui font que les jeunes ne sont plus poussés vers le métier. La première, c'est le revenu, qui est faible et surtout qui est fluctuant, sur lequel on ne peut pas bâtir un projet. Et à cela, autant de raisons qui seront citées tout à l'heure, la grande distribution, la dérégulation des marchés, etc.
La deuxième raison, la suradministration et la surréglementation qui pèsent sur nos exploitations. Il faut passer des heures à monter des dossiers pour toucher quelques subventions. Et il faut justifier chacune de nos pratiques comme si nous étions des irresponsables. Et toujours avec la sanction qui pèse sur nos têtes, la suppression des subventions. Alors que nous clamons depuis toujours, et vous l'avez dit tout à l'heure, nous voulons vivre du prix de nos produits. Alors, et je pense que le prix des produits, ce serait quand même beaucoup plus gratifiant et surtout beaucoup plus encourageant pour un jeune qui veut s'installer. Une autre raison, la mauvaise image de notre métier. Car nous ne sommes pas très forts en communication, certes, ce n'est pas notre métier, mais surtout, beaucoup de personnes s'occupent d'en faire à notre place, et vous l'avez cité tout à l'heure, et il serait effectivement préférable de montrer à quoi sert le maïs plutôt que de montrer une personne avec un épi pointé sur la tempe. Dans le même registre, et là je fais allusion à mon deuxième sujet, le foncier, nous avons des maisons qui se sont construites tout le long des routes. Mais si elles sont le long des routes, elles sont aussi au bord de nos champs. Et ces nouveaux habitants sont venus chercher le calme et la bonne odeur des fleurs des champs. Alors, moi, où est-ce que j'ai pas mon fumier? Et comment je fais pour récolter si ma cuma arrive à 10h le soir ou un dimanche? Le dernier frein important, le foncier. En 2010, une installation sur 3 s'est faite sur des projets économes en foncier. Ce n'est pas tout à fait par hasard. En cause, le prix, bien sûr, et même si ce n'est pas la seule cause, le mitage et toute l'artificialisation des terres agricoles n'y est pas pour rien dans la hausse du prix. Donc j'en viens à mon deuxième sujet qui est la préservation du foncier agricole. Avec, pour commencer, également 2 chiffres. Un que vous connaissez, en France, tous les 6 ans, il y a un département qui sort de l'usage agricole. Et en Tarn-et-Garonne, cela représente 2500 hectares. Pour vous donner un ordre d'idée, monsieur le maire, c'est la moitié de votre commune. Mais rien n'est irréversible. Il existe des solutions. Si on regarde chez nos voisins allemands, par exemple, qui, à développement équivalent, consomment la moitié du sol. Alors, nos maçons ne sont-ils pas capables de monter les étages ? Nos terres ne doivent plus être considérées comme un réservoir foncier disponible. Cela dit, on est forcé de constater que des choses ont été prévues dans les départements avec les chartes agriculture et urbanisme qui feront sans doute prendre conscience aux collectivités de l'importance de la préservation du foncier, tout comme dans la loi MAP qui prévoit la création d'une commission départementale à la consommation des espaces agricoles. Mais elle aura un rôle consultatif. Par conséquent, je suis désolé, mais elle ne sera pas plus efficace que les POS et les PLU qui ont existé dans le passé. Et vous le savez, la proximité du pouvoir rend les décisions difficiles à prendre. Il faut que cette commission ait un vrai rôle décisionnel et efficace, et ainsi que les maires ne soient plus en première ligne. Et là, je ne pense pas être beaucoup contredit par les maires, surtout dans nos petites communes rurales. Alors, en conclusion, sachez que les jeunes qui s'installent le font avec beaucoup de conviction et d'amour du métier et de la terre. Alors, donnez-nous les moyens de continuer et des raisons à inciter les JA à s'installer pour maintenir l'agriculture et les jolis paysages issus de la production que vous avez vus sur la route en venant. Merci. Moi, je ne partage pas votre opinion, Stéphane, sur la mauvaise image des agriculteurs. Ne confondez pas le petit milieu qui critique tout, qui abaisse tout, et ce que pensent les Français. Les Français ont confiance dans l'agriculture, et dans l'agriculture française, et aiment les agriculteurs français. Le petit milieu, les petites élites, ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Pourquoi voulez-vous qu'ils vous aiment? Bon. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils n'aiment que la critique. Bon. Mais quand vous avez fait, les jeunes agriculteurs, cette opération merveilleuse, vous savez, sur les Champs-Élysées, il y a eu plus d'1 million de personnes qui sont venues. C'était extraordinaire. Et ces gens qui sont venus, c'est parce qu'ils vous faisaient confiance, parce qu'ils vous aiment, qu'ils vous respectent, qui connaissent la dureté de votre travail. Ne vous laissez pas intoxiquer par ce qu'ils disent. Enfin, vous êtes davantage aimés que ceux qui écrivent que vous ne auriez pas aimés sont aimés. Vous avez compris le truc? Bon. Donc, je ne pense pas que ça soit un problème d'image.
D'une manière générale, d'ailleurs, en France, on aime les gens qui sont des travailleurs, qui travaillent dur, qui ne demandent rien, mais qui travaillent dur. Et la France, c'est un pays qui respecte le travail. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'agriculture? Il s'est passé une chose qui nous appartient avec Bruno Le Maire de changer, et qui est la chose suivante. Sur les 30 à 40 dernières années, les différents gouvernements ont considéré que les prix, ce n'était pas important, puisque vous étiez compensé par des subventions. Et avec les subventions sont venus les contrôles. Et avec les contrôles, la paperasse. C'est ça, le raisonnement. Hein, excusez-moi, Stéphane, mais ne faisons pas dans l'anecdote. Revenons aux fondamentaux. Des responsables politiques ont refusé de se battre sur les prix, ont refusé de se battre sur la préférence communautaire, et vous ont dit, mais de quoi vous plaignez-vous? On s'en moque des prix, puisqu'il y aura les subventions. Qui dit subvention dit papier pour les demander, qui dit papier pour les demander dit contrôleur pour les contrôler. Voilà l'histoire. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est pas, Stéphane, qu'il y a trop de contrôle, trop de paperasse. C'est qu'on ne s'est pas assez battu sur les prix. La cause, c'est les prix. Les papiers et les subventions, c'est la conséquence d'une cause. Donc c'est dire, il y a trop de paperasse, on peut le dire, ça fait plaisir, puis ça ne fait pas de mal. Mais ça ne change rien si vous restez avec un système fondé sur les subventions. La seule façon d'arrêter avec les paperasses et les contrôles, c'est de redonner des prix. Et la seule façon d'obtenir des prix, c'est réguler les prix des matières premières au niveau international et obtenir la préférence communautaire. C'est là où il faut mettre le paquet, de cette expression. On a même été, excusez-moi, entre 1992 et le début des années 2000, je parle sous contrôle de Bruno, à vous donner, à vous les agriculteurs, des subventions dont on savait très bien qu'elles étaient illégales. Est-ce que c'est vrai ou pas? Et vous avez été condamné à les rembourser. Eh bien, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas un système que je n'accepterai jamais. Alors, moi, vous savez, Monsieur le Président, j'ai bien sûr bien des défauts, comme tout le monde. Mais il y a une chose, je ne mentirai pas. Et ce n'est pas moi qui accepterai qu'un ministre de l'Agriculture du gouvernement aille donner des subventions dont il saurait qu'elles sont illégales. Hein? Et je le dis dans cette région, parce que dans cette région, on sait très exactement de quoi je parle, pour un certain nombre de raisons. Hein? Parce que la France a été condamnée, vous avez été condamné à rembourser des subventions dont on savait, quand on vous les a données, qu'elles étaient illégales. Alors, moi, j'assume tous les problèmes, et je ne suis pas quelqu'un qui fuit ses responsabilités, mais je mets chacun devant ses responsabilités. Quand on a menti aux agriculteurs, en faisant condamner la France avec un système de subvention, moi, je ne veux pas d'un système pareil, qui était illégal. Voilà. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de faire deux choses. Vous garantir des prix, et la seule façon de garantir des prix, c'est une production de qualité avec des règles sanitaires qui rassurent les consommateurs. Parce que l'avenir de l'agriculture française, elle est vers la qualité. Elle n'est pas vers l'affaissement de la qualité. Et l'avenir, c'est de dire aux consommateurs, certes, ça peut être plus cher chez nous, mais parce que c'est plus sûr et parce que c'est de meilleure qualité. C'est ça l'avenir. Pas toujours tirer les choses vers le bas. Et d'un autre côté, ce qu'on veut faire, c'est améliorer votre compétitivité. Pas vous subventionner, améliorer votre compétitivité. Voilà les deux axes de la politique nouvelle d'agriculture que nous voulons mettre en œuvre. Je reviendrai, j'imagine, dans le cadre du débat. Alors, sur les jeunes, là, vous avez tout à fait raison, Stéphane, un métier où les jeunes ne peuvent pas s'installer, c'est un métier qui est fichu, fini. Donc nous nous sommes mis, dans le cadre de la loi qu'a proposé Bruno, hein, si je dis une bêtise, Bruno, tu me corriges, l'objectif de 7000 nouvelles installations de jeunes agriculteurs. Je ne prendrai pas l'engagement, hein, je l'ai dit à Sophie tout à l'heure d'ailleurs, je ne prendrai pas l'engagement que vous restaurez, né variéture, le même nombre d'agriculteurs.
ou de producteurs de lait, parce que il y aura certainement des filières qui vont se moderniser, il y aura certainement des adaptations. Ce n'est pas une difficulté. Je préfère que nous ayons dans certaines filières un peu moins de producteurs, mais des producteurs qui vivent mieux, plutôt que plus de producteurs et des producteurs qui meurent tous. Donc moi, je ne fais pas le calcul au nombre d'agriculteurs. Je fais le calcul à la prospérité de ces agriculteurs et à leur capacité à prendre toute leur place sur les marchés mondiaux. 7000 jeunes par an que nous allons aider à s'installer avec ce que vous appelez le PPP, là, le plan de professionnalisation personnalisée, parce que ce n'est pas un métier comme les autres, le vôtre. Le fils ou la fille ne s'installe pas sur la ferme des parents pour faire plaisir à ses parents. Ils s'installent que s'ils ont la passion. Hein? S'il n'y a pas la passion, la greffe, elle ne peut pas prendre. J'observe que les chiffres des PPP, pour ceux qui y passent, la réussite est de près de 90%, 10 ans après. Hein? Si l'installation est préparée, si la formation a été engagée, celui qui s'installe, le taux de maintien dans l'agriculture est considérable par rapport à d'autres métiers. Alors, sur les terrains, il y a une chose dont vous n'avez pas parlé, Stéphane. Nous sommes les premiers et les seuls à l'avoir fait. C'est la taxe. Et pourquoi vous n'en avez pas parlé? Vous avez oublié? Ah oui. Mais oui. Stéphane, quand il est content, il n'en parle pas. Il n'a pas le temps. Puis quand il n'est pas content, forcément, il a le temps. Donc il en parle. Hein? Mais qui a créé une taxe sur les plus-values réalisées lorsque les terres nues sont rendues constructibles? C'est Bruno Le Maire. C'est pas si facile. Alors vous me dites, il ne faut pas que les maires soient en première ligne. Ah bon? Mais si les maires ne sont pas en première ligne, qui doit être en première ligne? Le préfet? On peut en discuter. Mais quand même, alors, ne voyons pas un système où d'un côté on demande plus de pouvoir pour les élus, plus de décentralisation, plus de prise de responsabilité, et de l'autre, dès qu'on le fait, on me dit qu'il faut le reprendre, parce que les maires sont soumis à une pression à laquelle ils ne pourraient, conditionnelle, pas résister. Alors, il y a une taxe sur les plus-values, et cette taxe ira où? À vous. Non seulement, parce que vous n'avez pas eu le temps, donc je complète, hein, Stéphane, hein, non seulement il y a la taxe, hein, vous avez bien compris, si c'est un terrain agricole qui est vendu pour faire de la promotion immobilière, on le taxe, et cette taxe ira à la profession pour permettre l'installation de jeunes. Bon, c'est une première, on va voir comment ça va fonctionner. Mais en tout cas, c'est au moins du concret. Et ça, Stéphane, c'est voté, c'est fait. Monsieur le Président, ça, c'est pas un décalage entre ce que je dis et ce que je fais, c'est fait, c'est applicable. Alors vous me dites, la Commission, elle a un avis consultatif. Ah oui, mais quand même, maintenant, avec l'Observatoire national de consommation des espaces agricoles, plus la Commission départementale, quand il y a des maires qui iront trop loin sur la consommation des espaces agricoles, ça se saura, Stéphane. Parce que jusqu'à présent, on l'apprenait quand il y avait le permis de construire qui était agrafé sur le poteau, on ne l'apprenait pas avant. Maintenant, cela signifie, Stéphane, que toute la profession du département, qui est le vôtre, sera au courant de toute initiative d'un maire de lotir ou de commercialiser un terrain agricole, et vous aurez donc la force d'agir, parce qu'en général, vous n'êtes pas timide. Parce que vous serez prévenu avant. C'est donc un système. La seule chose que je vous demande, hein, tous les deux, c'est faisons vivre le système. S'il y a besoin de le durcir, on le fera, mais ne le changeons pas alors qu'on vient de l'adopter. Hein? Et ça, c'est absolument essentiel pour nous. Je regarderai comment ça va fonctionner. Mais avec ça, on a sanctuarisé les 7000 jeunes qui viendront dans la profession et on défend les terres agricoles. On rééquilibre en quelque sorte, au point de vue de l'économie de marché, la terre agricole et la terre à lotir. Si ça marche, on continuera le système. Si ce n'est pas suffisant, on le durcira. Pourquoi? Et j'en termine par là, parce que depuis longtemps, je sais une chose, c'est que
la ruralité sans activité de production, elle mourra. C'est pas vrai que le tourisme vert peut compenser une activité de production. Partout où je suis passé, et ça vaut pas simplement pour vous, ça vaut pour la montagne aussi. Ils ont le sport d'hiver, ils ont le ski. Et il y a ce phénomène extraordinaire, hein, même dans des territoires comme la Corse, au paysage, ils ont la mer, ils ont la montagne, ils ont tout. Eh bien, un endroit où il n'y a plus d'activité de production, plus d'agriculteurs, c'est un endroit qui devient parfaitement inapte pour le tourisme vert. Donc, on a besoin de vous pour développer d'autres activités. Ce n'est pas ou l'agriculture ou le tourisme vert. Ce sont les deux ensemble. Voilà pourquoi on a pris ces décisions qui ont été votées, qui sont d'application immédiate et qui, je le crois, sont à la mesure du défi auquel nous sommes confrontés. Voilà. Alors, je veux dire un dernier point, c'est là aussi, moi, je veux bien être le réceptacle de toutes les protestations. Bon, mais vous n'allez quand même pas en vouloir à ceux qui réagissent. Enfin, le département agricole qui disparaît là, tous les 10 ans. Franchement, je veux bien. Moi, je suis président de la République depuis 2007. J'assume bien volontiers ce qui est passé depuis 2007. Ça ne fait pas encore 10 ans. Hein. Donc, j'estime qu'on a réagi, qu'il fallait réagir et qu'on est à vos côtés. Et j'aimerais vous convaincre que l'agriculteur français n'est pas seul, mais que lui-même doit se convaincre que la France n'est pas toute seule et qu'on doit mettre d'accord 26 autres pays dans le cadre de la communauté européenne. C'est pas si simple. Voilà. Et c'est pour ça qu'on se bat à chaque instant. Bien. La question suivante s'adresse à M. Jean-Paul Rivière, qui est producteur de lait et qui est président de la Fédération des syndicats d'exploitants agricoles. Les variations importantes de prix en agriculture liées aux aléas climatiques, accélérées par la dérégulation et amplifiées par la spéculation, rendent difficile l'exercice de notre métier et renchérissent le coût de l'alimentation pour les consommateurs. Quelles mesures pensez-vous qu'il serait utile de prendre ? Quelles solutions employer pour changer le rapport de force pas trop inégal entre producteurs et centrales d'achat ? Une contractualisation dont est absente la grande distribution suffira-t-elle ? Bonjour, Monsieur le Président de la République. Bonjour, monsieur. Je suis agriculteur à Carrière. J'ai un petit village du nord du département sur 83 hectares avec 320 000 de quotas, 12 hectares de maïs irrigué et accessoirement président de la FDSE du Tarn-et-Garonne. En tant que producteur de lait, ces dernières années, comme Sophie d'ailleurs, on a été aux premières loges dans la variation des prix agricoles. De fortes variations, alors quand elles sont à la hausse, bien sûr, c'est un peu plus facile à vivre pour les producteurs de lait. Quand c'est les céréales, par contre, quand c'est à la hausse, c'est bien pour les céréaliers, mais c'est un peu moins bien pour les producteurs de viande, de porc, ou, même s'il n'y en a pas beaucoup dans le département, ou de viande bovine. Dans tous les cas, ces variations sont mauvaises. Elles sont mauvaises pour le producteur, mais elles sont mauvaises pour le consommateur aussi. La contractualisation dans le cadre de la LMA a un certain intérêt. Ça, je ne vais pas dire le contraire. Mais, dans ce sujet même, je pense qu'elle n'a pas du tout d'impact sur les variations de prix internationales qui peuvent aller du simple au double, voire même au triple. Il est donc nécessaire de mettre en place des outils de régulation efficaces afin de contrer la spéculation qui s'emballe à la hausse comme à la baisse. Et il est dommage que dans son obsession libérale, l'Europe ait abandonné tous les outils, vous l'avez dit tout à l'heure, qui fonctionnaient et qui permettaient d'avoir des prix rémunérateurs pour les producteurs et qui avaient porté leurs fruits. Alors, on peut toujours se plaindre, mais je pense qu'un de ces outils, qui est le stockage, fait partie des plus efficaces. Et on l'a vu pour la crise laitière, même s'il n'a pas été suffisant, il a eu quand même un effet positif. Pour les produits périssables qui concernent davantage notre département, et notamment les produits fruitiers, le problème est différent. Quand un kilo de pommes est payé, comme il y a 2 ans, ou la campagne dernière même, 15 centimes au producteur, et qu'on le retrouve à 2,50 € dans la grande surface la plus proche, parce qu'à Paris, je n'évoque même pas la possibilité de prix. Il paraît évident qu'il y a la place pour rémunérer le producteur
Et c'est dans beaucoup de sujets comme ça, en viande bovine, en lait, en céréales, c'est quelques dizaines de centimes d'euros qui suffisent pour vivre. Pour des gens qui travaillent longueur de journée et qui n'ont pas forcément un salaire, c'est quand même très important. Le melon, on est en plein cœur de la zone d'appellation du melon de Quercy. C'est une production locale. Elle est franco-française. Il y a des opérateurs dans la salle, il n'y a que les producteurs français qui font des melons. Des fois, ils les font en Espagne ou au Maroc à une certaine époque, certes, mais il n'y a que des Français qui le consomment. Mais cet été, en pleine saison, alors que le prix payé aux producteurs s'effondrait et passait sous la barre des 30 centimes pour un coût de revient qui est estimé au moins à 60, le prix payé par le consommateur était au moins de 2 euros, même il pouvait aller jusqu'à 4. Alors qu'il aurait dû baisser en proportion. L'accord de modération des marges que vous avez mis en œuvre est révélateur d'un dysfonctionnement du marché, parce que quand le prix baisse aux producteurs, il devrait aussi baisser aux consommateurs. Il n'y aurait pas besoin que les pouvoirs publics interviennent pour dire oh, baisse un peu tes prix parce que tu le payes moins cher quand tu l'achètes. Eh bien, il a fallu que ça se passe, et même, j'ai le regret de dire que cet accord de modération des marges a surtout modéré le prix aux producteurs et pas forcément la marge du distributeur. L'évolution du prix... Le rapport de force est complètement déséquilibré. Entre une grande distribution toute puissante, elle est en situation de quasi-monopole, et des producteurs, plus ou moins organisés certes, mais même très organisés, ils sont encore en situation d'infériorité. Ne serait-il pas envisageable d'encadrer les marges des produits de première nécessité, dans l'intérêt du producteur et dans celui du consommateur? Est-ce que le droit de la concurrence prime sur la nécessité de nourrir correctement une population? La contractualisation aussi, si elle s'appliquait jusqu'au stade de la distribution, pourrait peut-être répondre à cet enjeu. Si vous prenez ce risque, Monsieur le Président, la seule chose que vous risquez, en donnant satisfaction aux producteurs et aux consommateurs, c'est un regain de popularité, et ce, sans débourser un centime. Jean-Paul Rivière, j'enregistre votre candidature pour travailler à l'Élysée. Je suis friand de tous les conseils, bien sûr. Alors, d'abord, il y a 1 an et demi, on a fait le bilan de santé de la PAC et on a enlevé 1 milliard d'euros sur le bilan de santé de la PAC, sur grosso modo 14 milliards, 1 milliard d'euros aux producteurs de céréales qu'on a donné aux éleveurs. Ça a tangué à la FNSEA qui a été courageuse. Ça a tangué pour nous, parce que, cher Jean-Paul Rivière, le problème qui est le mien, c'est pas simplement de gérer une popularité, on a vu ça, c'est de prendre des décisions. Hein? Excusez-moi, mais si dans votre entreprise, vous ne prenez pas les décisions, à l'arrivée, ça ne se passe pas bien. Et même avec vos enfants dans votre famille, si vous faites que ce qui leur fait plaisir, et à un moment, ça ne se passe pas bien. Il y a un rendez-vous. Donc on verra au moment du rendez-vous, Jean-Paul, même si je retiens votre volontariat. Quand on a fait ça, les céréaliers ont protesté fortement. J'ai même eu de la paille autour de l'Élysée. Ça a fait du bien dans le quartier. Ils ont vu que ça sentait bon, la paille. Et les éleveurs ont été contents, mais avec une discrétion de bleuette, personne n'en a rien su. Je me suis retrouvé avec uniquement les gens qui protestaient. Je vais vous dire une chose, le pire service à rendre à la PAC, c'est qu'elle soit injuste. La PAC, il faut la défendre, mais il faut défendre une PAC juste, pas une PAC injuste. OK? Et ça, c'est quelque chose sur lequel je ne transigerai pas. J'ai d'ailleurs, avec Bruno Le Maire et Michel Barnier à l'époque, était content de pouvoir compter sur un syndicalisme agricole responsable. Hein, vous n'avez pas été loin d'avoir des grosses divisions, hein, et vous en avez eu. Mais vous l'avez fait parce que vous y croyez. Deuxièmement, il y a eu un choix dans les années 60 de l'agriculture de s'occuper de la production et pas de la distribution de ces produits. Regardons la situation en face telle qu'elle est.
Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Dans l'agriculture, on aime bien être autonome, on aime la liberté, on aime faire ce qu'on veut, quand on veut, et travailler plus que les autres, mais c'est un choix qu'on a décidé. Au lendemain de la guerre, quand se sont développés les réseaux de distribution, on aurait parfaitement pu imaginer, c'est pas pour regretter, mais il faut expliquer les choses. C'est très important d'expliquer les choses. Que la profession agricole, à l'époque c'était tout à fait possible, se dote de son propre circuit de distribution. Le fait de ne pas avoir fait ce choix s'est révélé un problème considérable, et je vais m'en expliquer devant vous en une phrase. Quand le producteur n'est pas au contact du consommateur, il se fragilise doublement, d'abord parce qu'il ne maîtrise pas sa marge, puisqu'il la délègue à d'autres, et deuxièmement parce que, éloigné du consommateur, il n'adapte pas sa production au désir du consommateur. Disons que c'est plus difficile. Voilà. C'est ça la situation qu'on a connue à ce moment-là. Alors, aujourd'hui, comment on peut rattraper cette erreur? Parce que c'était une erreur. Parce qu'on me parle toujours de la grande distribution. Mais écoutez, mes chers amis, même si ce n'est pas populaire ce que je vous dis, qui a choisi la grande distribution? C'est le consommateur. Parce que les femmes, et c'est très bien ainsi, elles travaillent parce qu'elles veulent leur indépendance, et c'est parfait ainsi. Et donc, l'époque où Madame restait à la maison, il y avait le temps pour faire les courses, se heurtait à un changement complet dans la société, et ce sont les consommateurs qui ont fait le choix d'une distribution autour de 4, 5 ou 6 groupes. C'est ça qui s'est passé. Alors, des agriculteurs, la profession qui a négligé la distribution, et des Françaises qui ont changé de mode de vie, qui travaillant toute la journée devant s'occuper des enfants, plus du mari après. Je vois que ça concerne 2-3 personnes dans la salle, ce que je suis en train de dire. Non, si, quand même. Bon, c'est parce que pour une femme, maintenant, ils ont 3 vies. Et oui, les enfants, elles ne doivent pas s'en occuper moins. Pour celles qui ont un mari ou un conjoint, le mari, et puis le travail. Et c'est ça qui a développé. Alors, comment on peut faire? D'abord, je crois beaucoup à la nécessité, surtout dans des régions magnifiques et dans ce département exceptionnel de production de qualité, de développer des circuits courts, Jean-Paul. Je veux dire que le circuit court distribution est une façon de rattraper l'erreur historique qui a été de ne pas compter dans le capital des grandes chaînes de distribution. Imaginez si la profession, à l'époque, avait investi dans ces chaînes de distribution qui ne valaient pas grand-chose quand elles se sont créées, ce qu'on aurait aujourd'hui. Bon, ne pleurons pas sur le lait renversé, je crois au circuit court, mais le circuit court, ce que je disais à Sophie tout à l'heure, c'est pas simplement, Jean-Paul, d'aller vendre à la personne qui vient à la ferme. Le circuit court, c'est la possibilité donnée par la loi de modernisation de l'agriculture faite par Bruno aux décideurs locaux de réserver 20% des produits des cantines scolaires ou des restaurations publiques pour acheter hors cahier des charges, hors appel d'offres, des productions locales. J'y crois beaucoup. Il y a du pruneau, il y a du raisin, il y a du melon, il y a des fruits et légumes, il y a du lait. Il n'y a pas de circuit court possible s'il n'y a pas une possibilité de s'exonérer des appels d'offres que vous perdriez de toute façon, puisque par définition, étant moins puissant, produisant moins, vous êtes plus cher, mais c'est aussi le prix de la qualité. Deuxième élément, il y a la question de la contractualisation. Bon. Sur les producteurs de lait, le système que nous connaissions est un système scandaleux, qui amenait des producteurs de lait à livrer le lait à la coopérative sans même savoir à quel prix on allait le payer. Est-ce que c'est vrai ou pas ce que je dis? Oui, bien sûr, sans même savoir le prix. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune visibilité, aucune garantie, le tout reposant sur des quotas qui reposaient eux-mêmes sur des références historiques, à une époque où l'Europe était à 6, à 9 ou à 12. Comment voulez-vous qu'avec Bruno Le Maire, objectivement, on puisse défendre des références historiques maintenant que l'Europe est à 27, avec des nouveaux pays qui ont aussi des agriculteurs et qui nous disent « Oh, vous n'allez pas garder
La même répartition des quotas, maintenant qu'on est 27, alors que vous étiez 12, c'est un système qu'on ne peut plus défendre. Et d'ailleurs, vous le savez bien, Jean-Paul, puisque vous nous avez aidés à faire la contractualisation. Qu'est-ce que c'est que la contractualisation? C'est deux choses. La possibilité d'avoir de la visibilité sur 5 ans pour le producteur de lait, c'est-à-dire de ne pas être comptable de variations internationales selon les aléas climatiques en Nouvelle-Zélande, en Australie ou ailleurs. Et deuxièmement, on s'est battu pour ça avec Bruno, c'est la possibilité de mettre un prix de référence sur le coût de production pour qu'aucun producteur ne soit obligé de vendre son lait à un prix inférieur au coût de production. Alors après, est-ce que c'est coût de production ou coût de revient? Qu'est-ce que c'est? C'est le grand équilibre ou le petit équilibre? Il y a de quoi en débattre à satiété. Mais là, avec la contractualisation, on rééquilibre les forces entre les petits producteurs et les distributeurs. Troisième élément, les marges. On a créé un système où, si le distributeur augmente son taux de marge brute, tel qu'il l'a pratiqué en moyenne au cours des 3 campagnes précédentes, alors que les prix aux producteurs baissent, on peut créer une taxe pour le pénaliser et vous faire revenir à la profession le produit de cette taxe. On le fera. Le système est rentré en vigueur de la contractualisation le 1er mars pour certaines filières et je crois le 1er avril pour le lait. Hein, gardez ça en mémoire. Donc nous, on sait parfaitement, Jean-Paul Rivière, qu'on doit être à vos côtés face à la distribution pour rééquilibrer les forces. Mais franchement, cette possibilité de créer une taxe si la distribution vous chipe des marges, c'est nouveau. Ça n'a jamais existé. C'est quand même quelque chose qui est extrêmement puissant. Une dame qui me regarde, oui, mais une fois que vous avez fait ça, vous n'avez pas fait avancer le schmilblick. Hein? Parce qu'en même temps, on a la pression des Français qui sont consommateurs et qui disent le pouvoir d'achat est en berne et on veut on veut pas que les prix augmentent. Bon, on fait ça, on fait le Made in France, on fait la production en France, qui est quelque chose d'extrêmement important. On vous recommande de restructurer la profession pour peser plus lourd. Et on sera à vos côtés là-dessus. Voilà. Et il me semble qu'avec ça, on peut retrouver un niveau qui permette aux agriculteurs de vivre décemment. Alors sur le lait, cette année, c'est plus facile. Bon, vous avez eu 2 années épouvantables qui sont 2008 et 2009, hein, avec une chute des cours dans des proportions considérables. En 2010, ça a commencé à remonter, à peu près 8,5%. Et début 2011, sur les prix qui sont payés, ça continue à monter. Je crois que ça doit être de l'ordre de 7 ou 8%. Alors je sais bien, il y a la différence entre le quota A et le quota B. Et puis selon que c'est du lait pour la consommation primaire ou si c'est de la poudre de lait, mais ça va mieux, les cours. Enfin, dernier point, la régulation du prix des matières premières. Mais Jean-Paul Rivière, quel est le seul pays qui se bat sur cette question? Y a-t-il un autre pays que la France qui porte ces idées? Un. Qui a mis ça sur la table du G20? Quand nous l'avons mis avec Bruno, on a crié « au fou, ils n'y arriveront jamais, mais pourquoi, mais qu'est-ce qui se passe ?» Je me suis trouvé avec le Brésil et l'Argentine contre nous sur le thème « mais vous ne voulez pas nous payer à notre juste prix ?» On a fait litière de ces attaques, et aujourd'hui, tout le monde considère que la question de la régulation du prix des matières premières, c'est essentiel. Ça veut dire transparence sur les stocks. Ça veut dire des choses simples. Quand vous pensez que les transactions mondiales correspondent à 15 fois la production mondiale de céréales, on a des marchés financiers qui sont devenus complètement fous et qui achètent 15 fois la production mondiale de céréales. Eh bien, nous allons mettre une règle au terme de laquelle on ne pourra pas acheter une quantité de matières premières agricoles sans être obligé de verser concrètement le paiement d'une partie de cette production. Jusqu'à présent, il y a des gens qui achètent sur le marché du cacao 30% du marché annuel de cacao et qui vendent avant d'avoir payé. C'est ce qu'on appelle la régulation du produit dérivé de matières premières agricoles, mais c'est la France qui porte ce débat. Personne ne l'a fait avant, que ce soit un gouvernement de gauche ou un gouvernement de droite. Dans aucun autre pays, personne ne porte la régulation du prix des matières premières. Alors vous avez prononcé le mot stockage. Hein. Pardon, je ne veux pas être trop long, mais
je ne veux pas fuir non plus la discussion, parce qu'elle doit être concrète, elle doit être précise. Alors, le problème des stocks est un problème extrêmement difficile, parce qu'il s'agit de savoir qui est-ce qui les paye. Bon. On a eu beaucoup de mal avec Bruno à sauver les instruments de régulation lorsqu'il y a eu la crise du lait, vous le savez bien. Et si je parlais de stocks régulés, je faisais sortir de la discussion une bonne moitié des pays du G20 qui ne veulent pas en entendre parler. Bon. Donc, je préfère qu'on progresse étape par étape, c'est-à-dire la transparence sur les marchés, la régulation des produits dérivés en matières premières, des choses, par exemple, aussi simples que les ONG qui achètent des matières premières agricoles pour éviter que les gens ne meurent de faim sont obligés de les acheter au plus haut de la spéculation. Ce qui est un scandale quand on sait l'usage humanitaire qu'ils vont en faire. Alors, ça progresse. J'ajoute qu'à la suite des événements absolument dramatiques qui se sont produits au Japon, événements d'une ampleur considérable, qu'il ne faut en aucun cas minimiser, parce que ces événements sont graves, voire très graves. Je me tiens informé minute par minute de l'évolution de la situation. Pour en tirer toutes les conséquences nécessaires, j'aurai l'occasion au Conseil des ministres demain de l'évoquer sur ce que nous devons faire. J'aurai l'occasion de parler du nucléaire, de ce qu'il apporte à la France et de la sécurité du processus français nucléaire, mais en même temps de notre obligation de regarder ce qui s'est passé ailleurs pour faire un retour d'expérience, pour garantir aux Français que ça ne peut pas se passer chez nous. Et en même temps, je dois penser aux contraintes sur l'économie mondiale, et donc nous tiendrons au mois d'avril, vraisemblablement, un sommet des ministres de l'économie et de l'énergie pour parler de cette question des matières premières. Alors, quand je dis les matières premières, c'est bien sûr les matières premières énergétiques fossiles, mais aussi les matières premières agricoles, de manière à ce que cette crise d'une grande ampleur, entre ce qui se passe au Japon, ce qui se passe en Libye et dans d'autres pays, même si ça n'a rien à voir, ça impacte le besoin d'énergie du monde pour fonctionner, qu'on puisse accélérer les idées françaises de régulation du marché des matières premières énergétiques ou agricoles. Donc, de ce côté-là, il y avait un blocage vraiment quand on a commencé à en parler il y a 1 an et demi, et je sens que maintenant, le monde entier se pose la question de l'évolution du prix des matières premières. Voilà. Excusez-moi, j'étais très, très long, sans doute trop long, mais je voulais sur je voulais surtout aux représentants de la FNSEA, je le dis à Sophie, parce que on n'a pas la vérité de nous révéler dans le gouvernement. Et on a besoin de pouvoir contractualiser avec les professions et les professionnels, nous, échanger pour essayer de trouver la bonne solution. Voilà. C'est très difficile. Il faut être raisonnable et en même temps extrêmement ambitieux. Parce qu'on est toujours dans la logique de vous garantir des prix. Voilà. Vas-y, Bruno. Juste un mot sur la question de la régulation, complément de ce que disait le président de la République. Quand le président de la République m'a confié les fonctions de ministre de l'Agriculture en juillet 2009, je rappelle juste dans quoi était engagée l'Union européenne. Libéralisation totale de tous les marchés agricoles, suppression de tous les instruments d'intervention sur les marchés et refus catégorique d'intervenir, quelle que soit la situation économique des producteurs. Et c'est vous-même, Monsieur le Président, qui m'avez donné l'instruction, face à la crise des producteurs de lait en 2009, vous m'avez dit, voilà, tu trouves le moyen, on intervient sur les marchés, on fait remonter les prix. Vous vous souvenez que j'ai fait le tour de tous les pays européens, qu'on a lancé l'appel de Paris en décembre et qu'on a forcé la Commission européenne à débourser 350 millions d'euros pour faire remonter les prix du lait. Parce que les prix du lait ne sont pas remontés comme ça par magie. Ils sont remontés parce que la France a pris la tête du mouvement en faveur de l'intervention sur les marchés. Deuxième chose, la deuxième conclusion qu'on a obtenue, le paquet lait, qui a été adopté par la Commission européenne, qui est désormais un règlement européen, qui a été demandé par la France, préparé par la France,
qui a obtenu ensuite le soutien d'Allemagne. Qu'est-ce qu'il prévoit? Il prévoit le maintien d'instruments d'intervention sur les marchés, d'instruments de stockage, d'instruments financiers de la Commission européenne pour réagir en quelques semaines si jamais le prix de lait s'effondre à nouveau. On a remis la régulation et on a remis sur la volonté du président de la République des instruments d'intervention très concrets. S'il n'y avait pas eu cette intervention de la France en juillet, août, septembre, octobre, novembre 2009 pour exiger de l'intervention et de la régulation sur les marchés, l'Europe serait totalement engagée dans la voie de la libéralisation et il n'y aurait plus un seul instrument d'intervention sur les marchés. On a renversé la tendance. On n'a pas encore gagné définitivement la partie sur toutes les filières, mais on continue à se battre avec le président pour que ce qu'on a obtenu sur le lait en matière de régulation, on l'obtienne sur toutes les autres filières agricoles. Eh bien, maintenant, c'est le tour de Madame Roch, qui est arboricultrice, présidente de la coopérative Quercy Soleil. Vous êtes présidente donc de cette coopérative qui est rattachée au groupe Bluewell. Pouvez-vous nous dire l'intérêt que trouvent les producteurs à être mieux organisés à travers un groupe efficace et puissant comme celui-là? Merci, Monsieur de Vergnette. Monsieur le Président, d'abord, je me présente. Je suis une exploitante dans les coteaux Moissac, Durfort-la-Capelette. Nous sommes en GAEC, non familial, 3 membres dans le GAEC, 2 femmes et un homme. Nous exploitons 45 hectares de céréales en bio et 15 hectares en arboriculture, principalement le chasselas de Moissac, puisque nous sommes dans l'aire d'appellation, mais aussi de la prune, de la pomme, de la cerise et du kiwi. Alors, nous avons choisi d'être adhérents dans une coopérative fruitière, dont je suis devenue présidente depuis quelques années, pour le stockage et le conditionnement des fruits, pour avoir des outils de plus en plus modernes face à ce que l'on nous demande au niveau commercial. C'est une coopérative qui a 50 producteurs de petites et moyennes exploitations, 20 000 tonnes de fruits travaillés par 70 salariés. Donc à plusieurs coopératives, nous a été posé le problème assez rapidement de la commercialisation. Donc nous avons créé il y a de cela quelques décennies le groupe Bluewell pour commercialiser nos produits. Donc c'est un groupe qui aujourd'hui est à l'international. 80% de son chiffre d'affaires est fait à l'exportation, 175 millions d'euros. Nous vendons des fruits français dans 60 pays dans le monde et Bluewell est depuis peu le premier exportateur de pommes en Europe. Donc cette organisation nous permet une forte réactivité, à mon sens, sur nos exploitations pour nous adapter au plus proche des besoins du marché. Vous avez parlé tout à l'heure d'immobilisme. Vous pouvez voir qu'a priori, ce n'est pas notre cas, mais malgré cela, nous subissons des crises en fruits qui fragilisent profondément nos entreprises et qui nous rendent inquiets face à l'avenir. J'en arrive, Monsieur le Président, à ma question. Dans une économie de plus en plus concurrentielle, au service des consommateurs, nous vivons une forte concentration des achats. L'exportation est de plus en plus difficile et la France, qui était la première exportatrice de pommes au monde il y a 5 ans, est aujourd'hui à la 4e place. Notre arboriculture est faite en majorité de petites et moyennes exploitations. Alors comment protéger notre arboriculture locale et le tissu social qui va avec dans cette évolution, et que veulent faire les pouvoirs publics pour nous permettre de pérenniser nos exploitations? Merci. Monsieur Bernier, peut-être on peut faire ça. Oui, parce qu'on est toujours dans le domaine du fruit. Donc Yvon Sarraute est arboriculteur, vice-président de la FNPF et président de la MSA. Et la question qu'on peut lui poser, c'est que les conditions de production actuelles, environnementales et sociales, est-ce qu'elles lui semblent de nature à fragiliser les producteurs français par rapport à leurs concurrents européens et mondiaux, et quelles solutions on peut y apporter? Bonjour Monsieur le Président. Donc je suis arboriculteur sur, disons, à Mozac, à une 50 km d'ici, en ERL, avec ma femme, mon fils et ma belle-fille. On a 25 salariés. Je suis adhérent à la CICASTA Nord et on commercialise à travers le groupe Bluewell. Et je suis aussi président du centre d'expérimentation de Midi-Pyrénées. Donc aujourd'hui, je dirais, l'Europe c'est bien, mais à condition que nous ayons l'égalité des pratiques de production. Je ne veux pas travailler avec une main en moins par rapport à mes voisins, je dirais. Et quand je vais dire mes voisins, pourquoi? D'abord, je dirais notre département, on est l'un des premiers départements, je dirais, sur la lutte raisonnée, sur, je dirais, le raisonnement des produits
disons, de traitement de la santé des plantes. Nous sommes aussi, je dirais, l'un des premiers à s'engager dans la démarche Ecophyto 2018. Nous avons marre, je dirais, et même, je dirais, notre morale des fois en prend de toutes nos attaques, de nous disons que nos pratiques sont les plus mauvaises qu'il y a au monde. Donc, je dirais, non, nous en avons marre. Et après, je dirais aussi, les mêmes pratiques, disons, dans nos pays voisins. Nous avons, je dirais, des pratiques que des produits sont homologués chez eux, ne le sont pas chez nous. Quand ils le sont chez nous, ils sont à moitié dose, je dirais. Et malgré ça, tous ceux qui nous attaquent consomment allègrement tous les produits qui viennent d'ailleurs. Donc je dirais à un moment donné, si c'est mauvais la santé en France, ça l'est pour aussi les produits qui viennent de l'extérieur. Donc ce qu'on voudrait, c'est que d'abord, on harmonise le plus rapidement possible nos pratiques culturelles, je dirais. Et là, je dirais, grâce, je dirais, en accentuant toute la recherche agronomique à travers l'INRA, à travers, je dirais, l'expérimentation, pour nous donner demain, je dirais, des variétés résistantes, disons, aux insectes ou aux maladies. Et croyez-moi que demain, notre département est prêt à s'engager, je dirais, avec plus de volume, disons, puisqu'aujourd'hui, disons, de pratiques, je dirais, bio et respectables, durables pour l'agriculture, et économiquement viables. Nous sommes prêts, qu'on nous donne les moyens, je dirais, techniques pour y arriver. Et après, sur un autre, je dirais, chapitre, que nous sommes très concernés, je dirais, c'est sur la main-d'œuvre. Je dirais, excusez-moi, mais c'est du même tonneau, je suis un peu terne, je dirais. Mais bon, nos productions fruitières et légumières, disons, c'est entre 40 et 60% du coût de production, je dirais. Sur le département, on embauche quand même, du 15 août au 15 novembre, 30 000 saisonniers, je dirais, des gens locaux sur place. Donc, pour le territoire, ça a une importance. Je sais, et je peux que vous remercier, d'ailleurs que ce soit au ministre de l'Agriculture à vous-même, disons, de la réduction des charges que nous avons eues sur les saisonniers. J'en suis reconnaissant. Mais il faut qu'on aille plus loin. Puisque, disons, sur un hectare de fruits ou de légumes, nous comptons 1500 heures de travail. Si je compare avec certains pays qui sont la majorité autour de nous d'ailleurs, hein, et dans l'Europe, à 5 € de l'heure de moins, ça fait 7500 € d'écart que j'ai entre un hectare produite chez nous et chez nos pays voisins. Je crois que là, il me manque la jambe et la main pour pouvoir arriver, je dirais, au même niveau. Donc, ce que je crois, c'est qu'il faut, et d'ailleurs, on en a un peu d'exemple. Depuis quelque temps, pêche nectarine, nous n'en avons plus dans le sud-ouest. Et là où je dirais, il faut qu'on garde deux choses. Vous avez parlé, Monsieur le Président, sur les circuits courts. OK sur les circuits courts. Mais nous avons besoin de bien avancer sur nos prix de revient. J'ai Toulouse, grande porte de consommateurs. 60% de la consommation des fruits et légumes est de nos pays voisins et pas approvisionné localement parce qu'on est trop cher, je dirais. Sur l'export aussi, nous avons besoin de l'export, puisque tout ça, si on veut les circuits courts et l'export, ça ne permettra que de développer l'emploi sur notre région, de conforter, je dirais, toutes, disons, nos exploitations. Et après, je peux qu'apporter, disons, un soutien sur le projet de loi du député Ionis de Séjour, je dirais, et qui est soutenu par, disons, la députée Brigitte Barège. Il faut qu'on avance sur ces deux points. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Bon, un mot rapide sur la structuration des filières. Françoise Roch, qu'est-ce qu'il faut faire exactement ce que vous avez fait? Parce qu'au fond, vous avez fait quoi? Vous avez rassemblé des producteurs pour créer un effet masse. Producteurs pommes, raisins, prunes, cerises, diversification. Et après avoir fait ce premier rassemblement, vous avez créé une autre structure plus grande pour conquérir des marchés à l'export. La question de l'organisation des structures de production, Françoise Roch, est incontournable. Elle n'est pas dans notre tradition, elle n'est pas dans notre culture, elle n'est même pas dans notre état d'esprit. Elle est incontournable. Chacun ne pourra pas aller conquérir des marchés étrangers, avoir son propre réseau pour aller vendre ses produits seul dans son coin. Donc alors, on est tout à fait prêt, Françoise, à réfléchir à comment fiscalement on peut vous aider, hein, à vous regrouper et à prendre des parts de marché à l'extérieur. Mais là, c'est vraiment, c'est étoile, ciel t'aidera. On ne peut rien faire sans le préalable du rassemblement des producteurs français.
C'est essentiel. Écoutez, la crise des fruits et légumes, depuis que je fais de la politique, j'en entends parler chaque année. C'est très rare quand on n'en parle pas. Et je me souviens très bien qu'il y a des moments où entre bassins de production, on n'est pas d'accord. Sur les mêmes productions, hein. Enfin, je ne veux pas vous gêner de dire ça, mais vous le savez très bien. Hein, sur les mêmes productions, je veux dire, le même producteur de pommes ou le même producteur de melons, entre deux bassins de production, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est la mort. Donc, ce que vous faites est exemplaire. Alors, Monsieur Sarraute, comment on peut faire? La clé, c'est l'amélioration de la compétitivité. Depuis que je fais de la politique il y a bien longtemps, j'entends parler du scandale des travailleurs saisonniers et des charges sociales qu'on leur faisait payer. J'entends parler de ça depuis que je suis entré en politique. Hein? Et pourquoi les saisonniers chez nous, on doit payer des charges, alors même qu'ailleurs, ils ne le font pas? Nous avons, en 2010, supprimé la totalité des charges sur les travailleurs saisonniers. La totalité des charges. Ça représente 1,5 milliard d'euros pour l'agriculture française que nous avons trouvé le moyen de mobiliser dans le budget de la France avec les difficultés qui sont les nôtres. Le coût horaire du salarié saisonnier était 12,61 € au début de l'année 2010, 12,61 €, il est passé à 9,43 €. C'est pas rien. Alors vous nous avez d'ailleurs, vous l'avez souligné, mais enfin quand même. C'est donc que ça progresse. Je ne dis pas que c'est suffisant, je ne dis pas que tout est réglé, mais quand même. Les producteurs de fruits et légumes ici, qui tous ont besoin des saisonniers, vous parlez des 30 000 saisonniers pour le département, eh bien cette année, vous ne payerez aucune charge sociale dessus. C'est quand même 25% de moins. Bon, je ne dis pas que c'est pas justifié, c'est justifié. Alors la proposition de mon amie Brigitte et Barège et de Jean-Denis du Séjour, elle est parfaite. Elle a juste un détail, Yvon, juste un détail. Elle coûte 1 milliard. Mais oui, non mais, écoutez, je ne vais pas être rabat-joie non plus, mais enfin, vous n'êtes pas simplement agriculteur, producteur, vous êtes français, vous êtes citoyen. Est-ce que vous croyez que j'ai été élu pour faire de la France, mettre la France dans la même situation que la Grèce, l'Irlande ou le Portugal? Non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Notre pays présente des budgets en déficit depuis 35 ans. Et on a expliqué à notre pays que non seulement on pouvait être en déficit, mais que de surcroît, il fallait travailler moins. Et que ça irait mieux. On a vu le résultat. Avec les 35 heures, on a été les seuls au monde à le faire. Moyennant quoi, on s'est trouvé dans une situation où, comme les entreprises ne pouvaient pas faire face à cette décision folle, c'est le budget de l'État, donc le contribuable, qui a été appelé à la rescousse. Ensuite, il y avait la retraite à 65 ans, on l'a mis à 60 ans. Tout le monde savait bien à l'époque que c'était impossible et qu'il ne fallait pas le faire. Tout le monde, absolument tout le monde le savait. Il n'y a pas une personne qui pensait que c'était possible. On n'avait pas les moyens de le faire. Donc, on s'est pris le luxe de mettre la retraite à 60 ans. Je ne dis pas que la retraite à 60 ans est un luxe. Je dis qu'on n'avait pas l'argent pour le faire. Deuxièmement, les 35 heures, alors que personne au monde n'a fait les 35 heures. On a expliqué aux gens, travaillez moins, ça ira beaucoup mieux. On a accumulé les déficits et les pertes de compétitivité. Parce que quand ils vont, qu'est-ce qu'ils nous disent, Yvon Sarraute? Ils nous disent, moi, ma production, elle est très bonne, je sais faire, mais mes charges coûtent plus cher que chez les autres. Bien sûr, parce que comme on expliquait aux Français qu'il fallait travailler moins, il a bien fallu compenser, donc on a fait plus d'impôts, donc on a fait des moins grands salaires pour les ouvriers et les travailleurs, on a perdu des parts de marché parce qu'on n'était pas compétitif, c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Alors, je reviens d'ailleurs à Jean-Paul Rivière qui me conseillait pour ma communication. Alors, je viens de faire une grave erreur, Jean-Paul Rivière. J'ai dit la vérité. Grave erreur. J'ai dit aux gens, si on travaille moins, ça ne marche pas. Mais est-ce que vous, dans votre famille, vous dites à vos enfants, travaille moins, tu vas voir, prépare bien ta vie, tu travailles moins surtout. Et ça va aller beaucoup mieux. Est-ce que vous le dites
quand je sors de la propriété de Sophie avec son mari, le beau-père, il travaille du 1er janvier au 31 décembre, il dit « je veux vivre de mon travail ». Je veux dire « non, travaillez moins, ça va aller beaucoup mieux. Vraiment, on va devenir plus prospère, et puis en plus, on va augmenter les salaires, les allocations, rester... » Comment voulez-vous que ça marche, un système pareil? Alors moi, je dis à Brigitte, pour qui vous le savez, beaucoup d'affection, comme à Jean-Dionis Duchesjour, pas d'affection pour Jean, peut-être d'amitié, mais bon. Mais je peux comprendre que Ivo Sarraute, je serai à votre place, je soutiendrai leurs propositions. Mais il se trouve que moi, je dois arbitrer parce que je n'ai pas été élu pour conduire la France à la faillite. J'ai été élu pour que les gens se disent, le jour où je pars à la retraite, ma retraite sera payée, financée. Alors je sais que ça fait de la mauvaise humeur, je le comprends, mais je préfère votre mauvaise humeur à votre colère. Et la colère, c'est que si après avoir travaillé toute une vie, on arrive et il n'y a pas d'argent pour payer la retraite. Voilà. Donc, le Premier ministre a confié, je crois, à Bernard Reynès, une mission pour voir comment, très rapidement, on peut améliorer encore votre compétitivité, parce qu'ils vont, comme François, je sais, il faut améliorer votre compétitivité, il faut qu'on vous aide. Je n'ai pas le choix. Hein? Donc, on donnera les moyens à Bruno. Mais je dois le faire dans le cadre d'un budget. Je dois respecter. Ce n'est pas non plus une solution pour les Français de vivre dans... Écoutez, regardez certains pays d'Europe. La situation dans laquelle ils se trouvent. Et nous sommes, avec l'Allemagne, le deuxième pays fort d'Europe. Parce qu'on a fait la réforme des retraites, parce qu'on dit aux gens qu'il faut travailler, parce qu'on fait des efforts de compétitivité, et pas parce qu'on explique qu'on peut tout faire, distribuer l'argent comme ça, sans se préoccuper de ce qui se passera demain. C'est pour vos enfants et pour vous-même. Voilà. Donc, je ne peux pas dire oui à toutes les demandes qui me sont présentées. Non pas ils vont parce qu'elles sont illégitimes, parce que vous avez raison, mais parce qu'on n'a pas les moyens. Alors, et je termine par là, malgré tout, il y a des choses qui ne sont pas normales. Moi, je peux comprendre qu'on ait des problèmes de compétitivité avec l'Inde ou avec la Chine, pas avec l'Allemagne. Et là, nous avons adopté vendredi dans la nuit un pacte pour l'euro avec une convergence fiscale. C'est pas normal que certaines règles d'emploi de travailleurs immigrés soient différentes d'un pays à l'autre. Là, franchement, je veux le dire. Et alors, ces reproches continuels qui sont faits à notre pays, qui est le pays le plus généreux du monde, sont insupportables. Hein? Insupportables. La France n'a pas de leçon à recevoir en la matière. Elle a des règles d'une générosité beaucoup plus grande que celle d'un certain nombre de pays. Et deuxièmement, ça c'est très clair, si on impose aux éleveurs français des règles de traçabilité, l'Europe doit avoir le courage de fermer ses frontières à des produits venant de pays qui ne respectent pas les règles de traçabilité. Sinon, à quoi ça sert d'imposer à nos éleveurs des règles qu'on n'impose pas aux autres? Enfin, dernier point, sur l'environnement, pour revenir à ce que disait Philippe de Vernet tout à l'heure, moi, je pense que le combat pour la protection de notre environnement, c'est un combat très important, parce que c'est un combat pour votre santé, pour notre santé, mais qu'il soit clair que les pays qui ne respectent pas des règles de protection environnementale que nous imposons à nos producteurs, ben ces pays-là doivent voir leurs produits taxés à l'entrée dans l'Europe. Ce n'est pas du protectionnisme du tout, c'est simplement une concurrence loyale. Hein? Voilà. Donc on prendra d'autres décisions cette année. Je ne peux pas vous promettre, comme le demande Jean-Denis Duchesjour, lequel Jean, quand vous le verrez, vous lui direz bien que non seulement il me propose de dépenser 1 milliard de plus pour les agriculteurs, ce qui est bien, mais en même temps, il est, lui et son groupe, très vigilants sur la réduction des déficits en France. Alors, dernier intervenant, monsieur Martinet, qui est céréalier. Et il a un sujet qui est majeur dans notre département, et je dirais même plus largement dans la région, c'est la question de l'eau. Où là, ça ne coûte rien, comme vous l'avez dit dans le Lot-et-Garonne. Comme vous l'avez dit dans le Lot-et-Garonne, on ne la consomme pas, on l'utilise. Vous voyez qu'on a suivi vos déplacements en province. Et ici, nous sommes soumis à des sécheresses chroniques.
et que nous avons toujours subi. C'est une sorte de malédiction et seule l'irrigation permet de l'éloigner. Dans toutes les productions, y compris l'élevage. Alors je vais lui poser la question, que pense-t-il en tant que jeune agriculteur des mesures qu'on peut qualifier de désirrigation prévues par le ministère de l'Environnement? Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Tout d'abord, je me présente, François Martinet, j'ai 32 ans. J'ai 2 enfants, je suis installé depuis 10 ans. J'ai repris l'exploitation familiale sur la Lomagne. C'est une région au sud du département dont le relief ressemble assez à celui-ci, si vous avez pu le survoler. J'ai une centaine d'hectares de céréales. Vous me direz que 100 hectares en céréales, quand on se spécialise en céréales, c'est pas beaucoup. Surtout par rapport à des régions très très céréalières. Ici, c'est pas le Lauragais, encore moins la Beauce, mais on a quand même réussi à conserver beaucoup d'agriculteurs, à avoir une agriculture qui a un niveau, qui a gardé une taille modeste, une agriculture familiale. C'est un peu l'agriculture, la troisième voie qu'a défendu Philippe de Vergnette tout à l'heure. C'est aussi l'agriculture qu'aiment les Français dont vous avez parlé tout à l'heure, ceux qui nous aiment, pas les autres, mais a priori, puisque vous l'avez dit, c'est la majorité des Français. Cette agriculture, on a su la garder parce que justement, il y a quelques décennies, il y a eu une politique courageuse qui a été amenée par nos aînés et qui a été suivie aussi par des politiques courageux. C'est une vraie politique de l'eau qui a été mise en place, qui nous a permis de mettre en place l'irrigation sur les 2 tiers des exploitations de ce département. Et c'est ce qui nous a permis de conduire des cultures à valeur ajoutée assez forte et qui nous a permis de rester moderne, de rester modeste et compétitif et productif. C'est un peu l'agriculture que vous avez aussi parlé de défendre tout à l'heure. Un hectare irrigué est 2 fois plus créateur d'emplois qu'un hectare de sec. C'est logique. Cette eau, par contre, qu'on n'a jamais gaspillée parce qu'elle nous coûte cher, autant économiquement qu'en main-d'œuvre, nous a permis, le progrès technique aussi, l'amélioration des méthodes de dispersion, les outils à la décision que la Chambre d'agriculture met à notre disposition tous les jours, nous a permis d'année en année de valoriser au mieux cette eau et d'être au plus près du besoin de la plante. Mais par contre, ce qu'on ne pourra jamais faire, c'est réduire nos prélèvements autant que le décret de 2007 par rapport à la loi sur l'eau veut nous le faire faire. Avant, on prévoyait nos ressources en observant les débits, observés en temps réel. Maintenant, on veut fixer des volumes fixes à l'avance, qui sont fixés sur des décisions que nous jugeons complètement arbitraires, qui sont sans aucun lien avec la réalité du milieu, qui ne tiennent pas compte des conditions climatiques ni hydrologiques de l'année en cours. C'est une loi que nous trouvons aberrante, qui va condamner beaucoup d'exploitations, que ce soit céréalière, que ce soit, vous devez sûrement connaître l'importance de l'irrigation pour l'arboriculture aussi, autant que pour l'élevage, que pour le maraîchage, que pour les cultures légumières. On a parlé des melons, on peut parler de l'ail aussi. Vous avez choisi comme sujet aujourd'hui la modernisation de notre métier pour relever les nouveaux défis. Moi, la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est comment allons-nous relever les défis de demain si déjà on nous supprime les outils qu'on avait hier? Déjà, nous, c'est tout simplement ce qu'on demande. Je crois qu'il faut qu'on retrouve une vraie politique de l'eau, une politique volontaire. Philippe de Vergnette a parlé de désirrigation. La désirrigation, c'est un mot qui circule et qui est écrit par certains services de vos ministères, en particulier le ministère de l'Environnement. Vous avez dit tout à l'heure que vous ne gouvernez pas avec les écologistes ou les Verts, politiquement peut-être, mais ces gens que vous avez décrits tout à l'heure en faisant une certaine grimace, qui apparemment ne nous aiment pas, qui ne s'aiment pas eux-mêmes, vous gouvernez peut-être pas politiquement avec eux, mais il y en a plein vos ministères. Et il y en a plein Il y en a plein vos ministères et plein votre administration. Et je crois que c'est eux aujourd'hui qui vous empêchent de tenir les promesses que vous prenez aujourd'hui, que vous avez déjà pris depuis longtemps. J'ai entendu le discours que vous avez tenu l'an dernier en Lot-et-Garonne sur l'importance de l'agriculture. Donc d'où ma question.
Quand l'État compte-t-il se donner les moyens de tenir les promesses qu'il tient depuis tant d'années? Et quel est l'avenir de ce décret de 2007? Merci. Alors, sur la question de l'eau, ne vous trompez pas, ce n'est pas qu'une affaire d'écologistes. Et vous auriez tort de prendre ça comme ça, M. Martinet. L'eau, c'est sacré pour tout le monde. Et l'eau n'appartient à personne. C'est une affaire extrêmement sérieuse. On peut se faire applaudir, on peut faire rire, mais l'eau, c'est extrêmement sérieux. La qualité de l'eau, les ressources en eau. Donc ne soyons pas trop faciles sur... Je veux dire que les gens qui se préoccupent de la qualité de l'eau, ils ont raison. Et si on s'en était préoccupé plus tôt et mieux, on ne se trouverait pas parfois dans des situations où les premiers à être pénalisés sont les agriculteurs. Hein? Donc le combat pour une eau de qualité et pour la ressource en eau, c'est un combat qui n'est pas un combat partisan, sectaire, ça compte. Première remarque. Donc ça, je ne dénoncerai pas ce combat-là. Parce que l'homme s'est comporté de façon trop impécunieuse à l'égard de la nature. Et il n'a plus que ses yeux pour pleurer après. Et dans un département aussi magnifique que le vôtre, vous savez ce qu'il en est. Hein, partout où je vais, Monsieur François Martinet, on me dit ici, il faut libérer les contraintes de la loi littorale. Bien sûr, allez, on va bétonner à fond, comme ça on sera mieux. Dans un autre endroit, on me dit, il faut libérer les contraintes de la loi montagne. Ok, allez, mettons des stations de sport d'hiver avec des remonts de pente partout, comme ça on aura bien saboté notre quand je vois des maires, ils me disent, il y a des gens qui viennent de la ville, ils veulent vivre à la campagne, laissez-nous construire, libérez les possibilités de permis de construire. Parfait, faisons un peu de mitage et voyons un peu comment seront nos paysages après. Sur l'eau, les agriculteurs me disent, oui, je veux profiter de l'eau, mais aussi celui qui a sa piscine qui veut profiter de l'eau, celui qui a son jardin qui veut profiter de l'eau, et puis les parents, à juste titre, qui disent, est-ce que l'eau qui est dans vos robinets, est-ce qu'elle est de qualité? Est-ce qu'elle protège la santé? Ce n'est pas un sujet de plaisanterie. Voilà, c'est un sujet réel. Et autant, je veux par honnêteté dire que je suis prêt à dénoncer les excès de certains écologistes qui ne sont pas simplement dans mes ministères, qui sont aussi dans votre conseil régional. Pas simplement dans mon ministère. Et après tout, ils ont le droit d'être fonctionnaires de la République. Ce n'est pas interdit. Mais ce n'est pas les fonctionnaires qui dirigent. Et s'il y a une erreur, je l'assume. C'est le politique. Bon. Et après tout, que les gens aussi, ils font des choix aux élections. Ce n'est pas moi qui choisis à votre place. Hein? Et les choix, il faut les assumer complètement et jusqu'au bout. On peut critiquer toujours, hein? Mais quand il y a des choix à faire au moment des élections, il ne faut pas s'étonner de retrouver avec des gens pour qui on a voté et après contester ce qu'ils font. Bon. Alors, il est vrai que le décret, me semble-t-il, parce que c'est le bassin Adour-Garonne dont vous parlez, hein, évidemment, d'après ce que je crois comprendre, les ressources en eau prélevables seraient inférieures aux ressources en eau prélevées. Hein, c'est bien ça. Voilà. Donc, pardon ? Je devais complémenter sur ce sujet pour bien préciser les choses. Si vous le permettez, je vais le faire. Bien sûr. Avant, nous avions une gestion par les débits, c'est-à-dire en concertation avec la préfecture, quand les débits baissaient, on faisait des interdictions d'irriguer qui étaient d'autant plus acceptées que les gens savaient qu'elles étaient raisonnables et qu'on nécessitait de les faire. Maintenant, le décret, la loi est bonne, mais le décret, un seul homme ou un petit groupe au ministère de l'Environnement a décidé qu'on allait faire une gestion par des volumes, mais on ne connaît pas les volumes à l'avance. On ne sait pas la pluviométrie, sa distribution dans le temps, le montant neigeux, les réserves en eau. On ne le sait pas. On a fait une gestion, on veut faire une gestion par des volumes qui sont abstraits, qui sont complètement abstraits, qui ne reposent sur aucune base scientifique, et on lui dit voilà, vous aurez ça. Exact. Et on l'a fait
Et là où c'est grave, c'est qu'on l'a fait, nous, chaque fois qu'on prend une décision, on essaye de mesurer les conséquences de ces décisions. Là, ça a été fait sans mesurer les conséquences économiques de cette décision. On vient juste maintenant, à la demande de la Chambre régionale, de faire une étude qui coûte 380 000 €, entre parenthèses, pour savoir ce que l'on sait déjà, que les conséquences seront désastreuses. Et ça, on ne peut pas l'accepter, surtout que de l'eau, il y en a. Quelques jours d'un débit moyen de la Garonne, c'est toute l'irrigation des départements. Un jour de crue de la Garonne à 5000 m3/s, c'est 2 irrigations du département. Donc il y a un rapport colossal des quantités d'eau. On n'est pas en Arabie Saoudite, on n'est pas au Maroc, on n'est pas en Tunisie. On est en France et de l'eau, il y en a. Il y a 2 châteaux d'eau. Il y a les Pyrénées, le Massif central. Et il y a un ministère qui nous dit « Vous allez cesser d'irriguer » parce que dans certains coins de l'Outre-Garonne, c'est arrêt total, dans d'autres, c'est 30%. Comment peut-on produire sans irriguer? Le monde entier dit qu'il faut produire davantage. Vous dites il faut que l'agriculture française soit compétitive. On est d'accord avec vous. Vous tenez les rênes de l'attelage de l'agriculture. Et vous avez à côté de vous le ministère de l'Environnement qui serre le frein. On ne peut pas continuer comme ça. Et c'est regrettable parce que la modernisation, l'irrigation, c'est une véritable calamité. Je veux dire, comment ça s'appelle là? J'ai vu la sécheresse. Le contraire. Voilà, la sécheresse, exactement le contraire. Je suis ému parce que ce sujet me tient à cœur et que je le trouve traité d'une façon tellement absurde que les mots me manquent. Ils ne me manquent pas toujours. Mais là, ils me manquent parce que c'est d'une stupidité absolue. Mettre ça en place... Qu'est-ce que ça doit être les jours où il ne vous manque pas? Bon, je n'ai pas été trop long aujourd'hui, Monsieur le Président. Je n'ai pas été trop long, il m'est arrivé de l'être plus. Non, mais je trouve que... Donc, votre présence... La façon dont vous prenez le problème est la bonne façon. Elle consiste à dire la loi sur l'eau, c'est nécessaire. Et on ne le conteste pas. Mais l'application est trop rigide. Il faut mettre de la souplesse dans un certain nombre de bassins. C'est ça que vous dites. C'est plus habile. Si vous affrontez la question de l'eau, qui est très sensible pour l'ensemble des Français, plein pot, de face, en disant pas de réglementation, pas de règles, on se sert quand on veut, où on veut, on va à la catastrophe. Si vous dites, comme vous venez de le dire, écoutez, l'objectif, ça va. Les principes de la loi, pas de problème. Mais le diable est dans les détails. Il y a une application, notamment dans le bassin Adour-Garonne, qui ne va pas. Est-ce que vous pouvez profiter de la visite du président de la République et du ministre de l'Agriculture pour revoir cela? La réponse est oui. Si c'est dans ce cadre-là, on peut trouver, sous l'égide de votre préfet, de région ou de département, un accord. Si on en fait un débat stratosphérique sur ceux qui sont pour l'eau et ceux qui sont pour sa consommation simplement, je vous le dis, c'est perdu. Est-ce que je me fais comprendre? Tout est une façon, dans une société française, un peu affolée par les événements mondiaux, avec un système médiatique où celui qui crie le plus fort est toujours celui à qui on donne le plus de place, avec un contexte, l'Internet, les chaînes d'information, où tout prend une proportion considérable. La moindre phrase qui laisserait à penser que l'agriculture ne se soucie pas de la pérennité de l'eau serait très mauvais pour vous. Quand vous dites la même chose que François, en vérité, vous dites, voilà, ne touchons pas à la loi, ne touchons pas aux principes, on le comprend. Simplement, on vous demande de tenir compte d'une situation qui est particulière, parce qu'au fond, il y a une dizaine de départements qui sont touchés par cette question-là. Plus 10 ou 15. Plus qu'on en pense. Peut-être, mais enfin, il y en a vraiment 10 ou 15 qui sont vraiment dans une situation où ça mettrait en cause les exploitations. Parce qu'évidemment, ça a besoin d'être arrosé, d'être irrigué toute l'année. Alors, ce que je vous propose, le Premier ministre avait déjà donné instruction qu'on puisse libéraliser tout cela. Le préfet va prendre votre dossier Adour-Garonne, et Bruno Le Maire et Nathalie Kosciusko-Morizet vont me proposer... Non mais... Écoutez, si j'avais mis Bruno Le Maire, ministre de l'Environnement, et Nathalie, ministre de l'Agriculture, vous diriez Bruno Le Maire? Bon, alors, vous êtes plus intelligent que ça. Vont trouver, je vous promets, François Martinet, qu'on va trouver une adaptation pour le bassin. Je le réglerai, c'est un engagement que je prends. Voilà. Enfin, je voudrais terminer, parce que c'est un sujet où je veux éviter à tout prix les postures et les positions de principe, pour rester sur du réel, du pragmatique, du concret. C'est pas une nouvelle guerre de 100 ans qu'on engage. Hein.
surtout un jour où je suis venu, je savais que vous manquiez d'eau, donc j'ai dit un peu de pluie. Et regardez, la baraka fait partie de la bonne gestion. En plus, on ne va pas parler qu'il manque d'eau aujourd'hui, alors que j'étais accueilli dans ce département comme ça. Je voudrais terminer en m'excusant parce que je vous ai privé de déjeuner. Et je suis en retard et je vous ai retardé. En vous disant deux, trois choses. La première, François, c'est que je suis très attaché à tenir tous les engagements que j'ai pris. Très. Non pas parce que j'ai pris ces engagements, François, mais parce que si je les pris, c'est parce que j'y crois. Je suis quelqu'un qui a des convictions. Je ne suis pas une girouette. J'aime pas changer comme ça. Je crois dans ce que je dis. Je crois dans le travail. Je crois dans le mérite. Je crois dans l'effort. Pourquoi je me sens proche et bien avec ce monde de l'agriculture? Parce que je me sens toujours plus à l'écoute de celui qui me dit « laissez-moi vivre de mon travail, je ne compte pas mes heures », que de celui qui me dit « je travaille trop, réduisez mon temps ». Donc je n'ai pas de problème pour comprendre ça. Mais vous-même, vous devez aussi comprendre nos contraintes. Je comprends votre inquiétude, je comprends parfois votre exaspération, mais je vous demande votre honnêteté aussi quand vous regardez ce qu'on a fait et le combat qu'on mène. Parce que si on n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Qui vous défend? Qui porte les dossiers? Mettez pas tout le monde dans le même sac. Vous avez besoin de nous et on a besoin de vous. Mais on a besoin de vous, de votre soutien. Non pas pour faire n'importe quoi, mais parce que c'est dur les négociations. Parce qu'en Europe, quand on se bat avec Bruno, on est parfois seul. Parce que dans le monde, quand la France se bat pour la régulation, elle est souvent seule. Donc comment vous pouvez nous aider? En nous soutenant, pas en nous combattant, pas en étant épidermique sur tout ce qui peut de près ou de loin représenter le pouvoir. C'est ça qui compte. Vous comprenez? Ces valeurs, on les partage. Il ne faut pas qu'on se fasse plaisir. Enfin, je suis très content, je vais terminer par ça, parce que vous me dites... j'ai vu ce que vous avez dit dans le Lot-et-Garonne. Oui, je vais en province 1 ou 2 fois par semaine, dans nos territoires. Pourquoi? Parce que je dois expliquer et écouter ce que vous avez à me dire, de la façon la plus directe possible. Parce que je m'imprègne de ce que vous dites. Parce que si je ne viens pas ici, François Martinet, ça ne sera pas dans la presse du lendemain, peut-être la presse de votre département ou de votre région, cher Jean-Michel Baillet, mais ce ne sera pas dans la presse du lendemain. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Que je fasse un commentaire sur le Japon, hier que je fasse un commentaire sur la Libye, avant-hier que je fasse un commentaire sur Washington et ceux qui y habitent. Mais les vrais problèmes des Français, le reblochon, là, en Savoie, l'atome chez Sophie Poux, les céréales et la possibilité, ça ne m'intéresse pas. Je les comprends, je ne leur en veux pas, le système est fait comme ça. Mais pour vraiment répondre à vos questions, pour vraiment être au contact de votre problème, il faut que je vienne. Que je passe du temps, je suis en retard, que j'écoute. Et quand je suis là, qu'est-ce que vous allez dire? Vous avez vos contraintes. Bon, vous ne m'avez pas parlé du prix de la tonne de blé. J'en tire la conclusion que ça n'a quand même pas si mal que ça, parce que sinon vous m'en auriez parlé, naturellement. Bon. Non, mais je n'en veux pas, j'aurais fait la même chose à votre place. Mais évidemment, comme je suis là, on dit « Ah, ça ne va pas ceci, ça ne va pas cela. » Et bon, c'est tout à fait normal, c'est mon rôle de faire ça. Mais je veux que vous compreniez que pour moi, être sur le terrain toutes les semaines, c'est très important. Et c'est très utile. Parce que je me souviens des visages, je me souviens de ce que vous me dites et de la façon dont vous le dites. Parce qu'au fond, qu'est-ce que vous voulez? C'est croire de nouveau en votre métier. C'est ça que vous voulez. Est-ce qu'on pourra vivre demain de notre métier? Est-ce que nos enfants vont venir? Tout ce que vous m'avez dit, ça se résume à ça. Bon. Alors je voudrais remercier également les élus, monsieur le maire, cher Jean-Michel Baillet, Brigitte Barège, ceux qui sont venus. C'est très important, ça s'appelle un moment républicain. Un moment où on parle des problèmes et on parle moins de politique.